Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous rejoignez ce soir pour cette réunion publique consacrée au projet de transport par câble. Vous êtes en train de vous connecter tout doucement. Chacun de vous, je vérifie évidemment, je regarde au fur et à mesure l'état de la salle d'attente de cette réunion. En tout cas, on est content de vous accueillir encore une fois ce soir, vous le savez, avec des prises de parole qui vont vous permettre de comprendre le projet, puis des interventions et des prises de parole de vous. Je vous permettrai, je vous autoriserai à ouvrir vos micros pour intervenir ce soir. J'attends que la salle d'attente soit vidée, mais c'est bon. A priori, nous sommes tous ensemble et nous allons pouvoir démarrer. Bienvenue donc à vous. C'est la dernière réunion publique consacrée au projet d'une ligne forte de transport en commun entre Francheville et Lyon. Il est proposé par le Citral une solution de transport par câble, vous le savez. Cette réunion a pour objectif d'enregistrer les avis de chacun de vous sur les impacts de ce projet pour le 7e arrondissement de Lyon en particulier, et d'enregistrer vos suggestions, bien sûr, vos contributions pour améliorer ce projet. Avant de vous présenter la façon de laquelle vont se dérouler nos échanges ce soir, voici quelques précisions techniques pour votre participation à cette réunion. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant également. Pour les personnes malentendantes, nous mettons à disposition deux traducteurs en langue des signes. Vous pouvez les identifier. Leur identité, c'est Tandem Interprétation. Tandem Interprétation. Je vous invite à épingler leur fenêtre, bien sûr, si vous avez besoin de cette traduction en langue des signes, et à mettre leur fenêtre en plein écran grâce au mode intervenant que vous trouverez dans le menu affichage de Zoom. Nous allons prévoir des temps de présentation, des temps d'échange ce soir, comme à chaque réunion publique. Sachez donc que vos micros et le chat seront coupés pendant les temps de présentation. Pendant les temps d'échange, nous ouvrirons le chat, bien sûr, sur lequel vous pourrez vous exprimer. C'est l'outil Converser en bas de votre fenêtre Zoom. Et vous pourrez également prendre la parole grâce à l'outil Lever la main. J'en dirai plus dans un instant. Après la réunion, il vous sera possible de laisser un avis ou des remarques, bien sûr, en vous rendant sur la plateforme francheville-lyon-citral.fr. Concrètement, comment donner son avis ce soir ? Cliquez sur l'onglet Converser d'abord si vous souhaitez intervenir sur le chat. Il sera ouvert, bien sûr. Vous pouvez ouvrir cette fenêtre de dialogue et la laisser ouverte pendant toute la réunion, ou la fermer si celle-ci vous dérange pour écouter les différentes prises de parole. Je vous rappelle que le chat ne sera pas accessible pendant les temps de présentation. Le site franchevillon-citral.fr, il est à votre disposition. Vous pouvez également donner votre avis sur ce site. Nous vous montrons l'emplacement des onglets « Je pose une question » ou « Je donne un avis ». Nous vous permettrons également de vous exprimer ce soir en répondant à quelques questions de sondage via l'application Bicast. Pour cela, je vous demande d'ouvrir le chat. Vous pouvez le faire, cliquez sur le lien qui est présent dans le chat. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je vois que vous êtes encore nombreux à vous connecter actuellement. N'hésitez pas. Donc, je vous invite à cliquer tout de suite sur le chat. Le lien dans le chat va vous ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur Internet. Vous allez m'entendre, continuer à m'entendre. On va vous proposer de quitter Zoom. N'hésitez pas à cliquer sur « Rejoindre la session ». Si votre page Bicast dans laquelle apparaît normalement la première question « Dans quelle ville résidez-vous » Vous ne pouvez pas répondre tout de suite, on le fera dans un instant. Si cette page Bicast est en anglais, je vous invite à cliquer sur le petit icône en bas à gauche, le personnage, et qui vous permettra de choisir la langue. Voilà pour la connexion à Bicast. Revenez maintenant sur votre environnement Zoom. Sachez que si vous vous déconnectez de cette réunion, vous pourrez recliquer sur le lien de la réunion qui vous a été transmis pour vous reconnecter automatiquement. Pour prendre la parole, tout à l'heure, il y a l'outil « Lever la main ». Comme indiqué sur cet écran. Vous devez la demander avec cet outil dans l'onglet « Réaction » en bas de votre fenêtre Zoom. Et j'ouvrirai vos micros au fur et à mesure de vos prises de parole. Si votre connexion n'est pas bonne ce soir, vous pouvez suivre cette réunion par téléphone. Je vous invite à faire une capture d'écran de ces numéros
qui vous permettront de suivre la réunion. Et puis enfin, quelques règles essentielles et habituelles, incontournables à la bonne tenue de cette réunion publique consacrée donc à Lyon 7e. Quel que soit votre engagement pour ou contre ce projet, je vous demande de rester dans une posture de dialogue et d'écoute, conformément au cahier des charges réglementaires de cette concertation. Toutes vos contributions dans le chat et à l'oral seront enregistrées et recueillies. Je vous demande enfin de vous exprimer dans le respect des intervenants qui sont présents pour éclairer la compréhension de ce sujet. Je vous le rappelle, toute personne qui tiendra des propos injurieux, racistes, homophobes, agressifs sera exclue bien sûr de la réunion, que ce soit à l'oral ou dans le chat. Cette soirée, enfin, est enregistrée en intégralité. Elle sera diffusée, comme les précédentes, sur la chaîne YouTube du Citral. Vous pouvez enfin couper votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître, sauf lorsque vous prendrez la parole, bien sûr. Les intervenants pour cette réunion publique consacrée au 7e arrondissement de Lyon, Jean-Charles Colas, vice-président du Citral, prendra la parole et fera un mot d'accueil. La présente concertation est placée sous l'égide de 2 garants indépendants qui ont été désignés par la Commission nationale du débat public. Il s'agit de Claire Morand et Jean-Luc Campagne. Ils sont avec nous. Pour ce qui est de l'équipe Citral, Caroline Prospero, directrice du développement au Citral, prendra la parole tout à l'heure, ainsi que Séverine Lardelier, responsable de la concertation, qui vous parlera justement du calendrier. Vous savez que cette concertation publique a lieu jusqu'au 15 février, donc dans 8 jours. Émilie Burquier, Émilie Burquier du cabinet d'études CETEC qui accompagne le Citral sur ce projet également est avec nous. Le cabinet CETEC qui a réalisé les études de diagnostic, d'opportunité, de faisabilité, bien sûr. Elle pourra répondre à toutes vos questions techniques. Voilà pour les informations, pour les intervenants ce soir. Avant de vous donner le programme, je voudrais que vous répondiez à cette question de sondage. Dans quelle ville résidez-vous? Je vous invite à rejoindre votre environnement Bicast, cette page de sondage que je vous ai fait ouvrir tout à l'heure si vous venez de nous rejoindre sur Zoom et sur cette réunion publique consacrée donc au transport par câble sur le 7e arrondissement de Lyon. Je vous invite à cliquer dans le chat sur l'onglet, sur le lien vers Bicast. Vous allez ouvrir une nouvelle page sur votre navigateur qui va donc vous permettre de répondre à cette question. Dans quelle ville résidez-vous? Vous avez plusieurs choix, bien sûr. Francheville, Sainte-Foy-les-Lyon, La Mulatière sont des villes qui sont concernées par ce projet de transport par câble. Lyon 2, Lyon 7, Lyon 5 également. Vous pouvez répondre Chaponneau ou Lin. Je vous laisse le temps, bien sûr, pour tous ceux qui n'ont pas été, qui ne sont pas encore connectés à Bicast. N'hésitez pas, le lien est dans le chat. Cliquez sur ce lien et vous pourrez accéder donc à cette première question. Dans quelle ville résidez-vous? Je vous invite à répondre à cette question. Et puis, si tout le monde a pu répondre à cette première question qui va nous permettre aussi de voir un petit peu d'où vous venez, puisque vous le savez, ce soir, cette réunion publique concerne le 7e arrondissement, donc quartier de Gerland. Je vous invite à répondre et nous allons voir et afficher tout de suite le résultat de ce sondage. Vous allez le voir apparaître en même temps que moi. Le voici. Grosse majorité de personnes sont installées originaires de Sainte-Foy-les-Lyon, 55,7% des répondants. Lyon 7e également, bien sûr, 21,3% d'entre vous, ce qui est une bonne chose. Vous allez pouvoir poser vos questions, intervenir, apporter votre contribution, vos avis ce soir. Sur tout ce projet. Et nous avons également des personnes de Francheville ce soir. Bienvenue à vous. Je vous invite maintenant à revenir sur votre environnement Zoom et pour vous donner le déroulé de cette soirée. Je vais donner la parole dans un instant à Jean-Charles Colas pour le mot d'introduction, le mot d'accueil. Il sera complété du mot d'accueil de Claire Morand, qui est donc garante de cette concertation publique. Et puis, nous allons organiser la soirée, comme à chaque fois, en 3 séquences. La première sur les besoins d'une offre en transport public. Ce soir, vous allez pouvoir vous exprimer, bien sûr, sur ces besoins de transport entre Francheville et Lyon. Vous pourrez bien sûr vous exprimer et nous donner votre avis. Cette deuxième séquence, vous
donnera un décryptage finalement de ce projet de transport par câble. Émilie Burquet vous présentera les contraintes, les avantages, les itinéraires, insertion, fréquences bien sûr, les fréquences qui sont attendues aux différentes dessertes proposées à la concertation, notamment sur le 7e arrondissement. Et puis vous pourrez ensuite prendre la parole pendant 45 minutes. Vous pourrez vous exprimer sur ce projet, poser vos questions. On terminera en donnant quelques informations sur la concertation, qui se termine bientôt, je vous l'ai dit, au 15 février. Sachez que vous avez encore la possibilité de vous exprimer de plusieurs façons. On vous présentera également le processus de décision qui suivra cette concertation. Voilà pour l'introduction à cette réunion publique donc consacrée au 7e arrondissement de Lyon. Je vois que quelques personnes sont encore en train de se connecter. Merci à vous, bienvenue. Je vais laisser la parole à Jean-Charles Colas, vice-président du Citral, pour nous rappeler peut-être, Monsieur Colas, les objectifs de ce projet de transport porté par le Citral. Oui, bonsoir Marilyn, bonsoir à toutes et tous. Et pardon pour ceux qui assistent à toutes ces réunions en visio et qui vont, comme moi, penser que je radote. Et bienvenue à tous les autres qui se connectent pour la première fois. Effectivement, c'est la 5e et dernière réunion qu'on fait en visio spécialisée ou dédiée plus spécifiquement à un territoire. Le projet dont on va parler ce soir fait partie d'un ensemble, plan de mandat, qui a été voté en décembre 2020 par le Citral et qui comprend le développement de nombreuses lignes de transport collectif. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a des projets de tram, de bus à haut niveau de service, donc un projet de transport par câble, des projets de corridor bus pour améliorer le fonctionnement des lignes de surface. C'est un budget d'investissement de plus de 2,5 milliards d'euros qui a été voté pour être dépensé d'ici 2026 et qui correspond au double du budget du mandat précédent. Pour ce qui est des objectifs de ce budget, si on peut passer la diapo suivante, et de ce projet en particulier, merci. L'objectif, c'est bien, pour ce projet en particulier, de répondre aux besoins des déplacements de l'ouest de la métropole, je dis bien de la métropole, même du sud-ouest de la métropole d'ailleurs, et non pas de l'ouest lyonnais dans son ensemble. Il y a d'autres projets qui répondent à d'autres besoins dans l'ouest et dans l'ouest lyonnais. D'améliorer surtout le temps de parcours, parce que l'enjeu des transports collectifs, c'est d'avoir un niveau de service suffisant et l'enjeu, c'est le temps de parcours. Le temps de parcours, c'est le temps que met le transport en commun à aller du point A au point B, mais c'est aussi sa fréquence, son amplitude, son fonctionnement. Tout ça pour, entre autres, accompagner la mise en place de la zone à faible émission pour améliorer la qualité de l'air. La loi nous impose de mettre en place une zone à faible émission et de réduire progressivement la circulation des véhicules polluants sur la métropole de Lyon, mais aussi de reconquérir un peu d'espace public en diminuant la part modale de la voiture individuelle pour laisser un peu plus de place aux espaces publics à vivre, aux piétons et aux vélos, puisqu'aujourd'hui, la voiture individuelle prend à peu près 70% de l'espace public, tout en représentant moins de 40% de nos déplacements sur la métropole. La concertation, vous l'avez dit, a donc commencé le 15 novembre. Elle se termine dans 8 jours. Il y a eu plusieurs temps d'information et d'échanges via des réunions en visio, via des stands mobiles dans tous les secteurs, sur les marchés. On a rajouté un temps d'échange en présentiel il y a 15 jours à Francheville, puisque beaucoup d'entre vous nous disaient que l'enjeu, c'était de débattre des alternatives à ce projet, notamment pour les Franchevillois et pour rejoindre Lyon. Donc, on a eu un temps d'échange très intéressant où plus de 200 personnes ont pu dialoguer avec nous. Il y a eu beaucoup de participants, comme vous le voyez affiché en bas à droite, avec pas mal de contributions. Qu'est-ce qu'on retient déjà de cette concertation? D'abord, il y a des attentes sur le développement des transports en commun sur ce territoire. Ça, il nous avait bien semblé qu'il y avait des besoins et qu'ils n'étaient pas nécessairement couverts par l'offre existante. Donc, de connexion, notamment vers le métro, des renforts par rapport à l'offre existante sur un certain nombre de lignes. Vous les voyez s'afficher là. Il y a eu bien sûr beaucoup de questions sur le tram-train de l'Ouest lyonnais, et on y reviendra peut-être. Le débat autour du métro E, même si ce n'est pas le même territoire desservi, beaucoup ont dit que c'était une alternative. Vous savez que la consultation sur les métros s'est achevée il y a quelques semaines et que
nous débattrons avec les élus dans les semaines qui viennent et nous déciderons du plan d'investissement métro d'ici l'été. Et puis, il y a eu des demandes spécifiques, notamment par rapport à la ville de la Mulatière, qui est particulièrement saturée de voitures en termes d'accès à la métropole. Pour ce qui est de Lyon 7e, il y a eu des contributions pour demander un accès rapide entre Confluence et Lyon 7, que ce soit Jean Jaurès ou Gerland, et une volonté de prolonger vers Pardieu et vers l'Est. Et bien sûr, mais ça je le redis à chaque fois, nous avons bien entendu un certain nombre de réserves fortes et d'inquiétudes sur l'insertion du système de transport par câble, l'insertion des stations et des pylônes en zone urbaine, le survol de l'habitat, mais aussi des espaces naturels, et sur les nuisances sonores et d'autres, et peut-être qu'on y reviendra pendant la réunion. S'il y a des questions, nous essaierons avec l'ensemble de l'équipe qui a été présentée par Marilyn, de vous répondre, bien évidemment. Merci beaucoup Jean-Charles Collas pour cet état des lieux de la concertation. Je pense qu'en effet, ce sont des sujets qu'on va probablement aborder ce soir. Vous allez pouvoir prendre la parole tout au long de cette soirée, je vous le rappelle. Je donne la parole à présent à Claire Morand pour introduire cette réunion. Vous êtes donc, Claire, garante indépendante désignée par la Commission nationale du débat public dans le cadre de cette concertation préalable. Peut-être allez-vous nous rappeler quel est le rôle finalement d'un garant? Oui, bonjour à tous. Effectivement, Jean-Luc Campagne et moi-même avons été nommés garants par la Commission nationale du débat public. Et cette commission, elle défend un droit à l'information et à la participation de tous les publics dans l'élaboration des plans et programmes qui ont un impact sur l'environnement. Donc, en tant que garant, nous veillons à ce que l'ensemble des publics puissent s'exprimer sur ce projet de transport par câble et qu'on puisse aborder à la fois l'opportunité du projet, les solutions alternatives et aussi d'apporter des informations supplémentaires sur le projet et notamment sur son insertion possible dans le territoire. Donc, ce projet de transport par câble, il présente, depuis notre étude de contexte, des désaccords importants. C'est pourquoi nous avons souhaité qu'on puisse aussi discuter, dans le cadre de cette concertation, des questions amont, des enjeux de mobilité à l'échelle du territoire de l'ouest de la métropole de Lyon. Donc aujourd'hui, le format est distanciel en raison de la crise sanitaire, ce qui peut créer de la frustration, mais on va vous inviter à utiliser le chat si besoin, et le chat est ouvert pendant tous les temps d'expression du public. Donc vous pouvez préparer vos questions pendant les interventions et les reporter sur le chat pendant les temps d'expression du public. Merci Claire, merci beaucoup Claire Morand pour cette introduction et ces précisions dans le cadre de cette concertation. En effet, n'hésitez pas à utiliser le chat quand le temps d'expression sera ouvert, puisque tout ce qui sera inscrit dans le chat, vos contributions entreront bien sûr dans le cadre de cette concertation. Je vous propose à présent de démarrer avec cette première séquence, première partie de réunion publique, l'état des lieux des mobilités, des besoins de mobilité. Une étude a été réalisée en amont de cette concertation préalable pour appréhender les enjeux sur les territoires concernés par ce projet de transport entre Francheville et Lyon, notamment donc les enjeux sur ce secteur de Gerland, du 7e arrondissement, du quartier Jean Jaurès. C'est ce que va vous présenter Caroline Prospero, directrice du développement au Citral. Et puis ensuite, je vous proposerai de prendre la parole, bien sûr, de vous exprimer. Je donnerai la parole notamment à Fanny Dubo, maire du 7e arrondissement de Lyon. Caroline Prospero, je vous laisse nous présenter ce besoin d'une offre de transport public. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir, oui, plutôt. Alors, pour introduire effectivement cette première séquence, je vais vous dire quelques mots sur les données de déplacement qui sont issues de l'outil multimodal Modeli. Donc, cet outil est un modèle partenarial partagé entre la métropole lyonnaise, le Citral
l'État et la région Rhône-Alpes. Et c'est un outil stratégique dans l'étude et la planification des grands projets de transport sur le territoire de la métropole. Donc, l'utilisation de ce modèle a permis, dans le cadre des études menées par le CITRAL, tout d'abord de connaître les déplacements actuels sur la base de l'enquête ménage déplacement de 2015 et les caractéristiques de ces déplacements, c'est-à-dire l'origine-destination du trajet, le mode de transport, la période de déplacement. Et d'autre part, ce modèle qui intègre des éléments sur l'évolution, sur les évolutions prévues du territoire, notamment les projets urbains, a permis également d'évaluer l'évolution de ces déplacements et leurs caractéristiques à un horizon 2030. Donc, le diagnostic mobilité qui a été réalisé pour évaluer les déplacements dans les secteurs des communes de Francheville, La Mulatière et Sainte-Foy-les-Lyons a été réalisé sur un périmètre d'études qui comprend les 3 communes que je viens de citer, Lyon-Villeurbanne, les autres communes de la métropole et les communes de l'Ouest lyonnais susceptibles de traverser les 3 communes pour se rendre à Lyon. Alors, les résultats de ce diagnostic, vous les avez à l'écran. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a plus de 170 000 déplacements quotidiens en lien avec le périmètre d'études, tout mode et toute direction, c'est-à-dire interne aux 3 communes et en échange avec d'autres secteurs. Ces échanges sont représentés sur le schéma à l'écran. On peut retenir également le chiffre de 59 000 déplacements quotidiens entre les 3 communes et Lyon-Villeurbanne, et dont 21 000 déplacements entre les 3 communes et les arrondissements, les 2e et 7e arrondissements de Lyon. L'autre chiffre qu'on peut citer, c'est 58 000 déplacements quotidiens entre les 3 communes et le reste de la métropole, et 5 500 déplacements quotidiens de transit, donc qui traversent la zone des 3 communes entre l'Ouest lyonnais et Lyon-Villeurbanne. Il faut retenir également que les déplacements entre les 3 communes et Lyon-Villeurbanne sont majoritairement effectués en voiture, puisque ça représente 55% en moyenne sur les 3 communes, contre 28% en moyenne de déplacements en transport en commun. Alors, sur la base de ce diagnostic, ont ensuite été regardées les prévisions d'évolution des déplacements à l'horizon 2030. Les résultats de la modélisation sont donc affichés à l'écran. Et vous pouvez constater que sur la base d'une augmentation prévisible de 27 500 habitants en plus en 2030, les déplacements augmenteraient de 14 000 entre les 3 communes et le cœur de la métropole, donc le cœur de la métropole Lyon-Villeurbanne. Dans cette perspective, et sans solution de mobilité de type ligne forte, la part de la voiture individuelle va augmenter et les problèmes de saturation du réseau routier vont s'accentuer. Donc, ces chiffres nous montrent la nécessité de trouver des solutions de mobilité en capacité d'absorber les besoins de déplacement à venir, notamment dans le cadre de la mise en place de la zone à faible émission. Alors, rapidement, pour terminer, un petit zoom sur les 2e et 7e arrondissements de Lyon. Donc, comme dit tout à l'heure, il y a 21 000 déplacements quotidiens entre les 3 communes de Francheville, Sainte-Foy et La Mulatière, et le 2e et le 7e arrondissement de Lyon, dont plus de la moitié se font en voiture. Or, les enjeux sur le 7e arrondissement notamment sont forts. Ce sont des enjeux d'accessibilité aux équipements, de renfort de l'activité économique, d'amélioration de l'accessibilité des entreprises situées dans la ZFE et d'accessibilité à la confluence. Voilà pour le petit zoom sur Lyon 2 et Lyon 7. Et Marilyn, je vous rends la parole. Merci beaucoup, merci Caroline Prospero. Je donnerai la parole dans un instant à Madame la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubout, qui est avec nous. Avant cela, je vous demande de bien vouloir répondre à cette première question deuxième question de sondage, pardon. Je vous invite à aller sur votre page Bicast à présent
Pour aller répondre à cette question, si vous nous rejoignez à l'instant, le lien vers le sondage, vers Bicast, est disponible dans le chat. On va vous l'ajouter. Vous allez pouvoir donc ouvrir une nouvelle page une page internet sur laquelle vous pourrez donc répondre à cette question qui vous est posée. Pour quel type de trajet vos besoins de mobilité nécessiteraient une nouvelle alternative à la voiture individuelle? Pour quel type de trajet vos besoins de mobilité aujourd'hui nécessiteraient une alternative à la voiture individuelle? Vous pouvez répondre plusieurs choix. Déplacement pendulaire en semaine, donc sont les déplacements quotidiens du domicile-travail, domicile-lieu d'études et aussi pour vos enfants ou pour les étudiants. Les déplacements en soirée ou les déplacements le week-end. Je vous laisse voter pour l'un ou l'autre, ou 2 ou 3 réponses, bien sûr, et valider votre réponse. On va, dans quelques secondes, je fais patienter un petit peu le temps que vous puissiez valider correctement votre choix. On va demander la réponse de cette question, cette deuxième question, la voici. Et c'est à peu près assez égalitaire, un petit plus pour les déplacements le week-end, 70,7% d'entre vous, 62,1% votent pour les déplacements en soirée et 55,2% pour des déplacements pendulaires en semaine, domicile-travail, domicile-lieu d'études. Voilà pour ces résultats. Merci beaucoup. Je vous invite à présent à revenir dans votre environnement Zoom pour poursuivre nos échanges, bien sûr. Je vais vous laisser la parole à présent. Avant cela, je voudrais demander à Fanny Dubo, maire du 7e arrondissement, qui est avec nous. Madame le maire, Madame la maire, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Au-delà de ce projet de transport par câble, quels sont les enjeux en matière de mobilité, peut-être, pour votre arrondissement? Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Très, très bien. Bonsoir. Parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me donner la parole, même si évidemment ce soir la parole au public est celle qui est la plus attendue. Je voudrais remercier évidemment les garants de la CNDP pour l'organisation de cette concertation, parce que c'est un sujet qui amène beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Et donc je pense que ce soir, c'est vraiment l'occasion d'éclaircir un certain nombre de points qui peuvent parfois faire peur, et puis aussi de donner son avis à la fois sur l'opportunité du projet et puis sur les éventuelles alternatives qui nous seront présentées plus tard, mais aussi sur les fuseaux éventuels du projet. Moi, je voudrais le replacer dans son contexte, un contexte où la pollution de l'air est de plus en plus présente dans nos métropoles et qui devient du coup un sujet de santé publique, puisqu'on sait que ça crée des milliers de morts par an et puis d'autant plus de maladies chroniques. Donc, il me semble qu'on n'a jamais assez de projets de transport en commun sur notre territoire. Et donc, en avoir un supplémentaire sur le territoire de Lyon 7e, j'y vois évidemment une bonne opportunité. On sait que dans le 7e arrondissement, 40% des foyers n'ont pas de voiture individuelle et donc il faut évidemment que la métropole et le Citral nous proposent des alternatives et des possibilités de se déplacer via les transports en commun. Alors sur Gerland, on a déjà un certain nombre de lignes, on n'est pas pauvre en transport en commun, on a déjà le métro B évidemment qui va jusqu'au stade de Gerland, qui continue maintenant vers Moulins et va continuer plus loin. On a 2 lignes de tramway, le tramway T1 et le tramway T6. Et puis, on a le tramway T10 qui va arriver d'ici 2026 aussi sur Gerland. Néanmoins, on n'a aujourd'hui pas de liaison directe avec l'ouest de la métropole. Je pense que cette liaison directe vers l'ouest de la métropole ne répondrait pas forcément à un besoin de déplacement domicile-travail. Ce n'est pas forcément une question pour les habitants du 7e arrondissement. Par contre, et on vient de le voir dans le sondage, ça peut répondre à un besoin de loisirs, d'aller voir de la famille, aller voir des amis dans l'ouest lyonnais. Et ça éviterait du coup de prendre
de prendre la voiture. Ça peut aussi offrir un accès plus direct et plus facile à la nature. On sait que dès qu'on va vers Francheville, c'est le point de départ de quelques randonnées, etc. Donc, je pense que vraiment, ça peut répondre à un besoin d'accès plus facilité vers l'ouest lyonnais, notamment pour le loisir, les week-ends et l'accès à la nature. Il y a aussi un point qui a déjà été évoqué précédemment, c'est l'accès au quartier de la Confluence. Je pense notamment pour les gens qui habitent du côté Jaurès, la Nouvelle-Zac des Girondins, etc. Il y a une passerelle qui est attendue déjà de plusieurs années, qui n'est pas forcément prévue pour tout de suite, mais ce projet pourrait répondre à ce besoin d'accès à la Confluence facilité. Voilà les quelques mots que je voulais dire, mais je suis évidemment curieuse d'entendre tous les participants et participantes de ce soir. Merci beaucoup Fanny Dubo pour cette première prise de parole, cette intervention. Peut-être que Jean-Charles Colas, si vous souhaitez réagir, je peux peut-être vous donner la parole pour réagir à aux enjeux de mobilité que Fanny Dubo vient de nous présenter, qui vont dans le sens de ce projet, bien sûr, de transport par câble. Je ne vais pas réagir beaucoup parce que je crois qu'il est temps de donner la parole aux gens qui sont en ligne, juste pour dire que je partage effectivement tout ce qu'a dit Fanny Dubo, et je pense qu'il y a un enjeu très important, effectivement, spécifique entre Confluence et le 7e arrondissement et le quartier des Girondins en devenir en particulier. Mais je laisse les gens s'exprimer sur ces sujets-là. Très bien. Alors, à vous de prendre la parole à présent. Je vais vous donner successivement la parole pendant une vingtaine de minutes, en tout cas tant que vous la demandez, pour connaître votre point de vue sur ces besoins en matière de transport public sur le 7e arrondissement de Lyon. Le chat est ouvert. On ouvre le chat, en effet. Je vous demande de lever la main, d'utiliser donc l'outil lever la main que vous trouvez dans votre petit onglet réaction en bas de votre page Zoom, et je vais vous donner la parole au fur et à mesure de votre arrivée, bien sûr. Alors, Christian Maisonnier, j'ouvre la parole. S'il vous plaît, je voudrais qu'on puisse donner la parole un maximum à ceux qui ne sont pas encore intervenus dans ces réunions publiques, et notamment des personnes du 7e arrondissement. Alors, je vous invite à demander à lever la parole si vous intervenez et que vous êtes du 7e arrondissement. Je crois, Christian Maisonnier, que je vous ai déjà donné la parole. Je vais d'abord me tourner vers Charles Amagneux, qui a demandé à prendre la parole et qui, je crois, n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer durant ces réunions publiques. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Je vous entends, nous vous entendons. Bonjour, j'ai habité 10 ans à Lyon 7e, j'habite maintenant à Sainte-Foy et je travaille tous les jours à Lyon 8 où je me rends à vélo. Je suis contre ce projet de téléphérique parce que je trouve que c'est très moche et que ça sert à rien. Actuellement, on constate qu'il y a un essor majeur du télétravail et que ça entraîne une baisse très importante du trafic et des temps de parcours sur le secteur. Les hypothèses de fréquentation que vous avez évoquées tout à l'heure, qui datent de 2015, si j'ai bien lu sur les diapositives, du coup, je pense qu'elles sont totalement obsolètes. Et ma question, du coup, c'est, à la lumière de ces changements de mode de vie, comptez-vous refaire des études de fréquentation comparative et sinon, pourquoi ? Merci beaucoup pour ces questions. Je vous invite, je regarde si d'autres personnes veulent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main, bien sûr, pour vous exprimer. Je vois qu'il y a déjà quelques interventions dans le chat, mais n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir. Christian Maisonnier, j'ouvre votre micro, puis je donnerai la parole après à Jean-Charles Colas pour qu'il réponde à ces deux interventions sur les besoins. Donc, hein. Oui. Votre micro est ouvert, Christian Maisonnier. D'accord. Voilà, comme je suis déjà intervenu, vous l'avez rappelé, je vais me placer vraiment par rapport au 7e arrondissement avec des arguments totalement différents de ceux que j'ai utilisés auparavant. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, je suis tout à fait d'accord sur l'objectif pour les habitants de Lyon 2e, Lyon 5e et même de l'ensemble de la zone à faible émission, sur l'objectif de diminuer la part de la voiture individuelle. Renforcer les transports collectifs, c'est effectivement pour avoir moins de voitures, moins de pollution, qualité de l'air, gaz à effet de serre, etc. Je veux simplement attirer l'attention sur le danger qu'il y aurait à retenir
comme indicateur d'efficacité simplement le ratio entre le coût et le nombre de nouveaux usagers du transport en commun. J'ai bien noté que si on compare le métro E au transport par câble, le métro E est à peu près 10 fois plus cher et il aurait à peu près le double, simplement, de report sur le transport en commun. Ça, c'est l'efficacité immédiate dans une hypothèse où on ferait d'abord le transport par câble et ensuite le métro E. Alors, cet indicateur-là, je dirais, enfin, j'ai rédigé 10 pages pour expliquer comment il faut l'utiliser. Parce que c'est la même chose quand on veut isoler sa maison. Le plus difficile, c'est les derniers kilowattheures qu'on veut économiser. Si vous devez isoler votre maison avec une isolation par l'extérieur, bon, ça va coûter cher, mais ça va, sur le long terme, être rentable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le bilan à 20 ans. Parce que vous allez toujours trouver un petit isolant qui va vous permettre de gagner la moitié. Ça sera 10 fois moins cher, vous gagnerez la moitié, mais tout le monde vous dit, il ne faut pas faire ça. Parce que du coup, vous n'irez pas chercher la deuxième moitié de l'économie. Voilà. Donc, j'ai rédigé 10 pages que je mettrai sur la consultation ce soir ou demain pour bien détailler ça, mais je ne veux pas être plus long. L'efficacité immédiate, ce n'est vraiment pas le bon critère. Il faut regarder le bilan à 20 ans. Voilà. Je n'ai pas besoin de réponse tout de suite. Merci. Je disais d'abord ma contribution. Merci beaucoup, Christian Maisonnier. J'ouvre la parole à Bruno Ramadanowski et je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir intervenir sur les enjeux et les problématiques de ce 7e arrondissement de Lyon. Bonsoir. Je vous inquiétez pas, c'est bien pour parler de Lyon 7e, parce que c'est un quartier que je connais relativement bien, j'y vais pas mal de temps. C'est vrai que Lyon 7e, pour y accéder en venant de l'Ouest lyonnais, c'est compliqué parce que quand on est en voiture, il faut obligatoirement passer par le pont de la Mulatière et par le pont Pasteur. Donc, c'est-à-dire tout le secteur autour de la halle Tony-Garnier et du musée du Confluence, et ça peut être un vrai point noir. En effet, d'un point de vue automobile, c'est très compliqué, et même s'il peut y avoir une voie bus dédiée, par exemple, sur le pont Pasteur, ça peut être compliqué. C'est un retour d'expérience que j'ai, et c'est typiquement là où on perd le plus de temps quand on fait un trajet ouest-est. Après, justement, j'aimerais savoir, du coup, concernant ce téléphérique qui irait jusqu'à Gerland, il faudrait voir un petit peu qu'est-ce qu'il serait plus efficace entre un téléphérique direct et un report entre l'Ouest lyonnais, donc c'est-à-dire Francheville, Sainte-Foy, les bus sur Gare d'Oulin et sur les 2 nouvelles stations du métro B qui vont ouvrir en 2023. Parce qu'en effet, il va y avoir une restructuration du réseau bus à cette occasion-là. Et du coup, je me demande s'il y a eu des discussions, des études qui ont été faites dans ce sens-là pour voir, en termes de temps, en termes d'attractivité, est-ce que le report sur le métro pourrait plus ou moins compenser la demande d'un téléphérique. Cependant, quand même, je tiens à préciser aussi, c'est que cela avait été abordé par la maire du 7e. Il est vrai que pour accéder à la presqu'île, donc au 2e arrondissement à partir du 7e, c'est aussi compliqué. Donc, le téléphérique, c'est une piste, mais comme on l'a vu durant toute cette concertation, il y a aussi des problèmes d'acceptabilité et d'intégration au paysage. Donc, il y a en effet un enjeu qui est clair, mais c'est un petit peu difficile à résoudre. Donc, voilà, c'était un petit peu pour avoir mon retour d'expérience là-dessus au niveau de besoin de mobilité autour du 7e, à voir si un téléphérique est suffisant ou est-ce que le report sur le métro et les nouvelles stations peut être suffisant. Très bien, merci pour votre remarque. Nous allons apporter des réponses. Alors, je voudrais peut-être donner la parole pour démarrer à Émilie Burquier, directrice d'études au CETEC, pour répondre notamment à Charles Magneux, je crois, tout à l'heure, qui nous posait, en tout cas, est intervenu autour du télétravail. Le télétravail qui connaît un essor important depuis le début de la crise Covid. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est bien pris en compte? Et puis, il évoquait des hypothèses, des chiffres 2015. Ce serait peut-être intéressant d'y répondre. Ensuite, je donnerai la parole à Jean-Charles Colas pour les autres interventions. Merci, bonsoir. Alors, sur le télétravail, on n'a pas encore un retour
important sur l'effet du télétravail sur la mobilité. Il y a déjà des premières études qui ont été menées par le Citral sur la métropole lyonnaise et qui ont montré que l'effet était assez limité sur le volume global de déplacement. Déjà, le premier facteur, c'est que toutes les professions n'ont pas la possibilité de faire du télétravail. C'est un certain nombre particulier de cadres qui ont la possibilité de faire cela. Le deuxième effet qu'on observe aussi, c'est que si les gens font moins de déplacements domicile-travail, ils profitent finalement du temps gagné pour faire d'autres déplacements, des déplacements de loisirs ou d'autres typologies en fait de déplacements. Et donc globalement, il n'y a pas un effet si important que ça sur la mobilité du télétravail. Il y a aussi eu des études qui ont été faites par l'Agence d'urbanisme en Île-de-France et qui arrivent sensiblement aux mêmes conclusions. Sur la question de l'estimation 2015, on se base sur 2015 parce que c'est l'année où on a fait une enquête ménage-déplacement, donc qui recense de manière assez exhaustive les déplacements sur l'ensemble des modes. Mais l'estimation, elle n'est pas faite pour 2015. On se projette à un horizon 2030 et dans ces projections, on prend justement en compte une évolution de la mobilité et puis des évolutions prospectives du développement économique, du nombre d'emplois, du développement du nombre d'habitants. Et ça, c'est des hypothèses qui sont partagées par l'ensemble des acteurs sur la métropole lyonnaise. Je crois que c'était les deux questions. Tout à fait. Je me tourne à présent vers Jean-Charles Colas en attendant que d'autres mains se lèvent si vous souhaitez intervenir, apporter votre contribution aussi à cette discussion autour des besoins de mobilité, des besoins de transport sur le 7e arrondissement. Jean-Charles Colas, on vous a interrogé sur le long terme de ce projet ou pas d'ailleurs, et sur le rapport entre le coût et le nombre de nouveaux usagers. Peut-être souhaitez-vous apporter une précision à Christian Maisonnier sur ce sujet. Et puis Bruno Ramadanowski également qui est intervenu sur l'opportunité d'un transport par câble en comparaison à un report sur le métro B, et notamment le métro B à Oulin et puis la prochaine station, la future station à Saint-Genis, bien sûr. Si vous me permettez un petit complément par rapport à ce qu'a dit Émilie, oui, le modèle Modélie part de l'enquête ménage-déplacement qui a été faite en 2015, mais il est mis à jour chaque année avec toutes les données qu'on collecte. L'enquête ménage-déplacement, c'est une enquête très très lourde qu'on fait en moyenne tous les 10 ans à peu près auprès de plusieurs dizaines de milliers d'habitants de la métropole et au-delà. Mais on a d'autres données, des enquêtes cordon qui nous permettent de faire évoluer les choses et surtout il est totalement à jour. Il n'y a pas que le Citral qui l'utilise, hein, la métropole, la région Auvergne-Rhône-Alpes l'utilise, il est partagé, l'État l'utilise aussi pour ses voiries routières en particulier. Et il est surtout mis à jour de toutes les évolutions prévues à venir dans les plans locaux d'urbanisme et les schémas de cohérence territoriaux pour savoir quels sont les secteurs qui vont avoir des logements en plus, des zones d'activité en plus, des entreprises en plus, etc., etc. Et donc, il a une fiabilité relative, c'est de la prévision, on est bien d'accord, mais dire qu'il est plus à jour et que les habitudes de mobilité ont été totalement révolutionnées par la crise sanitaire est un peu exagéré. Sur les évolutions liées à la crise sanitaire, comme l'a dit Émilie, on étudie, nous, depuis à la métropole de Lyon, depuis le début du confinement, l'évolution des mobilités avec le laboratoire d'économie des transports de l'Université Lyon 2, mais aussi avec des bureaux d'études. Et effectivement, les premières données qu'on a au fur et à mesure, c'est que le télétravail a un impact assez faible. Parce qu'à la fois, il agit sur une minorité de gens qui sont en capacité de télétravailler, et à la fois, comme l'a dit très bien Émilie, les gens qui télétravaillent ont développé d'autres mobilités, et donc le volume total de mobilité est à peu près stable. Pour ce qui est des réponses à Christian Maisonnier, que je resalue à l'occasion, il a tout à fait raison. Quand on analyse l'efficacité d'un projet de transport collectif, on réfléchit effectivement, alors pas seulement au ratio du coût par usager, mais aussi du coût par usager et par minute gagnée. Et quand je parle d'usagers, c'est de nouveaux usagers.
Quand on transfère des gens uniquement du bus vers un autre mode de transport collectif, c'est bien sûr loin de l'objectif qui est de gagner des parts modales à la voiture. Et effectivement, on fait ça sur le long terme. Mais il y a aussi une autre contrainte qu'il faut prendre en compte, qui est la capacité d'investissement de la collectivité, en l'espèce le Citral. Donc, pour être très clair, un projet de métro qui coûte 2 milliards d'euros et qui concernerait, je ne sais plus les chiffres exacts, mais autour de 60 000 nouveaux usagers, peut effectivement être jugé rentable sur le long terme. Mais voilà, 2 milliards d'euros, c'est la capacité totale d'investissement du Citral pour les 20 ans à venir, jusqu'en 2041, en dehors des investissements nécessaires, c'est-à-dire qu'on va devoir refaire le métro A et le métro B qui arrivent en fin de vie, le métro C dès 2030, renouveler du matériel roulant. Donc, il y a déjà aussi près de 2 milliards d'euros qui sont prévus sur des investissements récurrents. Et donc, du coup, si on fait un investissement de 2 milliards sur un seul projet, ben, on ne fait aucun autre investissement pour tous les autres projets. Et je le redis, un métro, c'est environ 8 à 10 lignes de tram, etc., etc. Donc, tout ça doit être pris en compte et ce n'est pas aussi manichéen que cela. Sur la question, alors je n'ai pas noté la personne, excusez-moi, sur les alternatives bus pour rejoindre le métro B, c'est clair que globalement, ce projet, comme d'autres projets, sont aussi effectivement des modes de rabattement vers des lignes fortes de type métro pour pouvoir rejoindre différents secteurs de la métropole et pas seulement pour aller de Francheville, Sainte-Foy ou la Mulatière vers Lyon 2e et Lyon 7e, mais aussi derrière de rejoindre la Part-Dieu, de rejoindre d'autres territoires qui ont des intérêts avec une correspondance. Bien sûr que nous travaillons aussi à l'amélioration du réseau des bus actuels de surface, mais concernant le rabattement sur le métro B à Oulin, je ne vais pas aller jusqu'à Saint-Ginaval parce que de Sainte-Foy ou de la Mulatière aller à Saint-Ginaval, ça paraît peu crédible. C'est très rare qu'on rebrousse chemin pour aller dans une direction ensuite. Mais pour améliorer le réseau de bus pour aller jusqu'au métro B d'Oulin, on a un problème de saturation en heure de pointe des voiries routières où les bus sont coincés dans la circulation et ont des temps de parcours effectivement difficilement améliorables. Il n'y a qu'une seule solution pour les améliorer, c'est créer des couloirs bus. Et je crois que les habitants de Francheville en particulier, mais peut-être aussi d'une partie de Sainte-Foy, et pour une autre ligne de la Mulatière, seraient très intéressés qu'on puisse créer des couloirs bus pour rejoindre le métro B à Oulin. Mais pour cela, il faut aussi que les habitants d'Oulin et les élus d'Oulin soient d'accord. Puisque si on crée des couloirs bus sur le boulevard Émile Zola ou un peu plus sur la grande rue d'Oulin, eh ben, on va être obligé de supprimer des fils de circulation de voitures. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé encore un bon compromis et un bon accord sur cette question-là, mais nous y travaillons. Merci pour ces réponses, Jean-Charles Colas. Je vais donner la parole pour terminer cette première séquence. On passera ensuite au projet en lui-même à Monique Cosson qui a demandé, je réactive votre micro, Monique Cosson, et je vous demande sur ces questions de besoin de mobilité pour le 7e arrondissement, votre avis. Rapidement, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Je vais juste faire une très courte présentation parce qu'après, ça évitera aux gens de mettre plein de remarques sur le chat. Donc, je suis Monique Cosson, je suis présidente de Sainte-Foy Avenir, qui a été une liste municipale à Sainte-Foy. Et d'autre part, je fais partie effectivement du collectif Libre comme l'air. Comme ça, tout le monde verra que je ne me cache pas et je me présente clairement. Non, je voulais juste évoquer que je rejoins la question qu'un monsieur a posée concernant l'engorgement routier et notamment l'obligation ou l'impossibilité de faire autrement que le passage au pont de la Mulatière, qui est un vrai sujet quand même d'engorgement automobile et dans lequel les bus sont pris, c'est-à-dire qu'on a un vrai sujet là sur comment on va améliorer et permettre pour le coup du report modal et avec une possibilité quand même de faire autrement que de conserver je dirais cet engorgement. On est dans un vrai sujet puisque la question de rejoindre l'ouest et l'est, d'aller de l'ouest à l'est ou inversement d'ailleurs, on voit bien que le matin et le soir, c'est quand même extrêmement lourd et ça concerne évidemment particulièrement le 7e. Et je voulais juste faire cette remarque parce que quand même, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réponses encore en alternative et donc je pense qu'il faut en parler de ce sujet-là.
Très bien, merci pour cette remarque, Monique Cosson. En effet, pour répondre à ces enjeux de mobilité, que ce soit la circulation sur le pont, que ce soit le pont de la Mulatière, on a parlé aussi bien sûr du pont Pasteur, et la mise en place de la ZFE également qui a été évoquée en début de réunion. Le Citral a donc mis en concertation publique ce projet de transport par câble pour l'Ouest lyonnais. On va passer à la séquence 2 à présent. Le chat est fermé donc pour le temps des présentations. Quel que soit le mode de transport, le Citral propose dans ce projet 4 corridors, 4 fuseaux qui vont de Francheville jusqu'à Lyon 2. Alors, Lyon 2 ou Lyon 7. L'objet de cette concertation est donc aussi de faire un choix sur ces tracés proposés. Je vous propose de regarder tout d'abord ce petit film qui vous présente ces 4 fuseaux en question. Regardez. Le fuseau nord relie Francheville à Perrache. Il dessert Francheville-Bourg, les secteurs de Taffignon et la Gravière, pôles commerciaux et d'habitat importants. Il offre une connexion avec le train-tram de l'Ouest lyonnais. Il traverse ensuite des zones résidentielles, puis les provinces Saint-Luc, avant de survoler la Saône, de rejoindre la gare de Perrache et de se connecter sur les lignes fortes du réseau TCL et le train. Ici, visualisez le tracé que pourrait emprunter le bus à haut niveau de service assurant les mêmes dessertes. Le deuxième fuseau nord relie Francheville à la place Jean Jaurès. Il dessert les mêmes zones que le premier fuseau jusqu'à Province Saint-Luc. Il franchit ensuite les Balmes de la Mulatière et la Saône pour rejoindre la zone de confluence sud, puis le quartier de Gerland au niveau de la ZAC des Girondins en enjambant le Rhône. Il se connecte ainsi à des lignes fortes du réseau TCL. Le troisième fuseau centre relie Francheville à Gerland. Il dessert Francheville-Bourg et la Gravière, ainsi que les secteurs denses de Sainte-Foy-le-Bourg et du Roule. Avec le franchissement du Rhône, il propose un itinéraire direct vers le secteur en fort développement de Gerland, où il se connecte au métro B. Le quatrième fuseau sud relie Francheville à Gerland et constitue une variante d'itinéraire à partir de Taffignon. Il contourne le centre de Sainte-Foy en parallèle de l'Iseron pour desservir les secteurs de Montreuil et du Roule. Il franchit ensuite le Rhône vers Gerland et offre également une connexion au métro B. Voilà pour la présentation de ces 4 fuseaux pour ceux qui ne les avaient pas en tête. On va à présent vous apporter quelques précisions, quelques informations sur ce projet, sur les différentes dessertes qui sont proposées. Émilie Burquier, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques explications sur ce projet, le mode de transport par câble, tout d'abord, qu'on connaît peu encore aujourd'hui, puis les enjeux en termes de fréquentation? Merci. Alors, tout d'abord, le mode transport par câble, il présente un certain nombre d'atouts. Donc, le premier, c'est qu'il permet des franchissements d'obstacles et de dénivelés. Et grâce à cette possibilité, il permet d'offrir des liaisons directes et rapides de point à point. Donc, par rapport à une solution, on va dire, de surface, il permet d'aller en ligne droite et donc d'offrir des temps de parcours assez attractifs par rapport à d'autres modes. Un autre de ses atouts, c'est qu'il permet d'avoir des fortes fréquences et donc peu de temps d'attente pour les utilisateurs. Et grâce à ces fortes fréquences, d'avoir des capacités de transport comparables à celles d'un tramway. Et puis, du fait qu'il est aérien, on a des impacts de travaux qui sont limités au niveau des stations et des pylônes et donc pas sur l'ensemble du tracé. Et par rapport à d'autres modes, la technologie est assez respectueuse de l'environnement et peu consommatrice d'énergie. Par contre, ces atouts sont à mettre en regard d'un certain nombre de contraintes, principalement pour l'insertion de ce système dans un tissu urbain. Et donc, les problématiques d'insertion qu'on a avec ce mode de transport, tout d'abord, c'est qu'on peut aller qu'en ligne droite
entre des stations. Donc, on ne peut pas éviter certains secteurs ou adapter le tracé à certains secteurs. Et puis que les stations sont assez imposantes, sont en hauteur si on n'arrive pas à les mettre au sol et prennent une emprise assez importante sur l'espace public. Puis également, en termes d'insertion, on doit survoler un certain nombre de bâtis, de voiries, d'espaces publics, et on a des contraintes à respecter de distance et donc de hauteur de survol, et ce qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le profil en fait du transport par câble. Et puis on doit mettre également des pylônes dont le nombre dépend, enfin la fréquence des pylônes dépend de la technologie. Et puis, alors là, la dernière contrainte, ce n'est pas une contrainte d'insertion, mais on doit avoir des périodes d'interruption de l'exploitation pour pouvoir assurer la maintenance du transport par câble. Donc, les atouts au regard des contraintes fait qu'on a des certaines conditions d'application, de mise en œuvre d'un transport par câble, ce qu'on observe notamment dans les retours d'expérience qu'on a sur d'autres projets. Et donc, ces projets, souvent, ils sont mis en œuvre quand ils permettent de s'affranchir d'une coupure physique naturelle, comme un fleuve ou du relief, ou des infrastructures comme des voies ferrées, des autoroutes, qui peuvent constituer des barrières et donc avoir des difficultés ou nécessiter des ouvrages si on veut faire un transport de surface. Et donc, on n'a pas de solution alternative qui est économiquement plus avantageuse. Donc, dans la slide suivante, on illustre les conditions, le domaine de pertinence du mode de transport par câble, donc un nombre de stations limité et peu de changements de direction. Des survols avec des contraintes pour le survol des zones, pas d'ouvrage de franchissement à proximité, un franchissement d'obstacles et puis une connexion à un réseau structurant lourd. Donc, dans les slides suivantes, on va vous présenter des exemples d'insertion pour les différents fuseaux qui concernent Lyon 7. Donc, ça reste des exemples parce qu'on en est à un niveau d'étude faisabilité et que si le projet se poursuivait, il y a encore tout un travail d'optimisation à faire pour bien définir précisément l'insertion du transport par câble suivant les différents fuseaux. Donc là, le premier exemple, c'est le fuseau nord. Donc là, on voit l'exemple de l'insertion entre le secteur de Confluence et la station de métro Jean Jaurès. Sur la manière dont on travaille pour définir l'insertion du transport par câble, c'est un travail itératif entre le positionnement des stations et puis l'analyse de ce qui est survolé. Et puis après, comme on doit aller en ligne droite entre deux stations, on adapte cette insertion en fonction des contraintes en fait, de survol. Donc là, dans l'exemple, on a un profil assez haut que vous voyez sur la partie haute de la diapositive. Donc, on passe au-dessus des immeubles pour… déjà, on a des distances à respecter, donc c'est difficile d'être assez bas sur les immeubles et puis pour éviter le passage aussi des cabines devant les fenêtres des différents immeubles. Sur la diapositive suivante, on voit l'exemple de l'insertion du fuseau centre, donc la partie entre la Mulatière et le stade de Gerland, qui est illustré dans la diapositive suivante. Donc là, on voit, si je sais pas. Merci. Donc là, on voit la station qui est au niveau de la Mulatière à gauche et puis la station au niveau du stade de Gerland. On arrive un peu au sud de la station de métro stade de Gerland à 200 mètres, là avec la station. Et puis, sur les deux slides suivantes, donc on a l'exemple de l'insertion du dernier fuseau sud qui arrive sur le stade de Gerland. Donc là, on arrive un petit peu plus au nord que le fuseau précédent. Et donc, on est positionné plus près de la station de Gerland et au niveau du secteur de la Mulatière, au niveau du secteur du Prat. Voilà, donc dans les slides suivantes, on vous présente des exemples de gestes architecturaux pour faciliter l'intégration de ces systèmes au sein des espaces urbains. Donc, on a des exemples à gauche de transport par câble qui ont été réalisés. Donc,
en Italie, aux États-Unis et puis à Brest. Et puis à droite, c'est des exemples de concours d'architectes où il y a différentes possibilités pour réaliser les pylônes. Et en bas, le projet qui doit bientôt démarrer à Santiago du Chili, où on voit une station qui s'insère dans l'espace urbain assez dense. Donc les dernières slides, on vous présente l'estimation de la fréquentation pour les différents fuseaux qui vous ont été présentés. Donc, comme indiqué précédemment, on se base sur l'outil de modélisation Modeli. On se place à l'horizon 2030 et on prend un certain nombre d'hypothèses sur l'évolution des projections socio-économiques sur l'ensemble en fait, du territoire métropolitain. Donc, ces hypothèses, elles sont fournies par l'agence d'urbanisme qui se base sur les projets identifiés, les zones à construire, identifiées dans les PLUH. Et on prend aussi tous les projets de transport qui sont supposés réaliser d'ici l'horizon 2030. Et comme on veut isoler l'effet du projet, on compare un scénario qu'on dit de référence qui est sans la ligne de transport par câble à un scénario avec le projet et ça permet d'évaluer la fréquentation de la ligne et puis le transport modal en comparant le report modal en comparant les deux scénarios. Et donc le report modal, c'est les gens qui avant réalisaient leur déplacement en voiture et qui, avec l'introduction de la ligne de transport par câble, maintenant le réalisent en transport collectif. Donc, dans la diapositive suivante, on vous présente un exemple, ce qu'on appelle le serpent de charge. C'est les montées-descentes aux différentes stations sur l'ensemble de la ligne. Donc là, on a pris l'exemple du fuseau nord. Donc globalement, l'outil permet d'estimer qu'on aurait autour de 16 000 voyages dans les deux sens pour ce fuseau. Donc ces 16 000 voyages, c'est les deux sens confondus. Il y en aurait 12 000 qui seraient des nouveaux utilisateurs du réseau TCL, donc des transports collectifs. Et donc, si on regarde, on a mis en avant les montées-descentes qu'on pourrait avoir au niveau de la station Jean Jaurès. Et si on cumule les montées-descentes sur Confluence et Jean Jaurès, on aurait autour de 4 000 voyageurs sur ces deux stations. Et donc, une bonne partie de la fréquentation, donc des 16 000 voyages. Et sur la dernière slide, on vous présente les fréquentations suivant les différents fuseaux qui vous ont été présentés. Et puis, on les compare à la solution alternative par le BHNS. Donc, on voit qu'on a un petit peu plus de fréquentation sur le transport par câble que sur le BHNS et surtout plus de report modal, donc de déplacements qui avant se faisaient en voiture et qui maintenant se font en transport collectif. Attention, l'outil donne des données brutes, donc on affiche plutôt des fourchettes, mais là on vous présente les données brutes issues du modèle. Merci Émilie Burquet pour ces informations. Que pensez-vous de ce projet au regard de toutes ces informations qu'Émilie Burquet vient de vous donner? Je vais vous donner la parole dans un instant. Avant cela, je vous remercie de bien vouloir rejoindre la page Bicast, la page de notre sondage, pour répondre à cette nouvelle question. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, n'hésitez pas à aller dans le chat. On va vous mettre le lien vers Bicast. Et vous pourrez donc participer à ce sondage et à cette nouvelle question qui vous est posée. La voici, cette question. Pour répondre aux enjeux de la ZFE, de la zone à faible émission, quel fuseau, que ce soit en bus à haut niveau de service ou en transport par câble, puisque les deux, le transport par câble et son alternative en bus à haut niveau de service est proposée dans ce projet, quel que soit, donc quel fuseau serait le plus adapté selon vous pour répondre aux enjeux de la ZFE? On vous propose donc ces 4 fuseaux. Vous pouvez ne pas vous prononcer également dans ce sondage. Fuseau nord, vous l'avez compris dans la vidéo qui vous a été présentée, c'est le fuseau qui relie directement Francheville à Perrache, donc le quartier de Confluence, Lyon 2e. Le deuxième fuseau nord, c'est celui qui rejoint donc le 7e arrondissement au niveau de Jean Jaurès et du métro B. Le 3e fuseau, le fuseau centre, c'est celui qui rejoint donc Francheville en passant par la Mulatière à Lyon 7e et Gerland au métro.
Enfin, le fuseau sud qui part de Francheville, rejoint la Mulatière, puis le 7e arrondissement également, au niveau de Gerland également, et le métro B. Vous pouvez donc voter pour le fuseau qui vous semble le mieux, le plus adapté pour répondre aux enjeux de la ZFE. Vous pouvez également ne pas vous prononcer, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, bien entendu. C'est une question que l'on pose à chacune des réunions publiques de cette concertation préalable. J'attends que chacun ait pu valider sa réponse et on va regarder les résultats de cette nouvelle question. Les voici. Vous êtes donc 64,2% à répondre ne se prononce pas. Donc, vous ne souhaitez pas vous prononcer pour l'un ou l'autre de ces fuseaux. Le premier fuseau, 7,4%. 18,5%, ce serait donc plutôt le deuxième, le fuseau nord. Dans ce cas-là, pour ceux qui veulent répondre à un des 4 fuseaux, ce serait plutôt ce deuxième fuseau nord qui va donc rejoindre le quartier Jean Jaurès dans le 7e arrondissement. Qui est davantage plébiscité dans ce sondage. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses ce soir, pour nos réponses à ce sondage. Je vous invite à rejoindre dans votre environnement Zoom à présent. Vous allez pouvoir prendre la parole dans un instant. On va rouvrir le chat, bien sûr, pour que vous puissiez vous exprimer. Je vais, pour commencer, et pour introduire cette séquence de prise de parole à main levée, donner peut-être la parole à Fanny Dubo, maire de ce 7e arrondissement, après avoir entendu toutes ces informations, ces précisions sur les atouts, les contraintes de ce transport par câble, sur les prévisions de fréquentation aussi, on l'a vu, notamment sur le fuseau nord. Fanny Dubo, que pensez-vous de ce projet? Oui, merci. Alors, voilà, vous allez... On vous entend très bien, c'est parfait. Parfait. Non, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je voulais déjà répondre à quelques interventions que j'ai pu lire dans le chat. Évidemment que le premier rapport de ce projet, c'est de désengorger l'ouest lyonnais. Je ne l'ai pas redit, mais M. Collas l'avait très bien dit. Moi, j'ai appuyé simplement sur les besoins de mobilité du 7e. Et notamment ce lien avec la confluence qui est un réel besoin exprimé par les habitants du 7e, puisque entre le pont Gallieni au nord et le pont Pasteur au sud, il n'y a pas de liaison entre Gerland et le quartier de la Confluence, notamment pour ces nouveaux quartiers, que ce soit la ZAC du Bonlay ou la ZAC des Girondins, qui sont en train de se construire. Je voulais répondre aussi à l'interrogation de la communication de la mairie du 7e sur ce projet. Je sais que quand on habite à Sainte-Foy-les-Lyons, on ne va pas forcément tous les jours à la mairie du 7e, mais en l'occurrence, depuis le 15 novembre, nous avons bien toutes les informations à disposition, le registre de la concertation, il y a de l'affichage devant la mairie, donc voilà, tout ça est ouvert et le sera jusqu'au 15 février. Sur les fuseaux qui ont été présentés, moi, je n'ai pas d'avis totalement définitif là-dessus. Tout est ouvert selon moi. Je trouve que déjà, le plus important, c'est vraiment la liaison avec le métro B. Et donc, c'est ce que permettent les 3 fuseaux présentés pour le 7e arrondissement, puisqu'ensuite, ça permet aux voyageurs de rejoindre directement la gare de la Part-Dieu. Ensuite, c'est vrai que quand on voit les chiffres de fréquentation qui nous ont été présentés, c'est peut-être le fuseau nord qui paraît le plus intéressant, avec 16 000 voyages journaliers en 2030, dont 12 000 nouveaux voyages TCL. C'est aussi du coup le fuseau qui atterrit dans un quartier vivant avec des habitations, ce qui est évidemment beaucoup moins le cas du côté du stade de Gerland. Néanmoins, du coup, ça appelle un certain nombre d'alertes parce que ça sera une insertion de ce projet dans un paysage urbain avec notamment des bâtiments de hauteur. Je pense à la ZAC des Girondins où on peut avoir des R+15. Et donc, il y aura vraiment des attentes, des alertes sur l'insertion de ce projet dans un quartier habité avec toutes les questions d'opacité des cabines, de bruit, d'implantation aussi de la gare terminale où il doit y avoir en fait de l'espace pour tout ça. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est plutôt ce fuseau qui se dessine et c'est ce qui est sorti aussi dans le sondage, en tout cas pour les gens qui ont participé. Donc je pense que le besoin est là et qu'il faudra quand même faire attention à toutes ces questions d'insertion urbaine.
C'est aussi ce fuseau qui permet de relier le 7e avec notamment le quartier de Confluence. Merci beaucoup Fanny Dubo pour cette intervention. Nous allons à présent, je vais vous donner la parole successivement pour cette séquence à main levée. Je vais donc donner la parole à Cécile qui demande à intervenir. J'ouvre votre micro, bien sûr, allez-y, nous écoutons votre avis, vos questions aussi peut-être. Jean-Charles Colas, Émilie Burquier, Caroline Prospero sont là pour vous apporter des réponses. C'était surtout concernant la méthode, en fait, parce que vous avez ouvert le chat, il y a beaucoup de personnes qui donnent un avis. En fait, on passe beaucoup de minutes à écouter des gens du Citral ou de la métropole qui défendent le projet, c'est très bien. Et du coup, tous les avis qui sont donnés dans le chat sont passés complètement sous silence. Il y a un rejet très massif, mais colossal du projet, que ce soit par les gens de Sainte-Foy ou tout ça. Et voilà, c'était juste sur la méthode, je trouvais ça un petit peu étonnant. La première partie, bon, ok, on a fini la première partie, on attaque la deuxième avec les fuseaux. Le sondage était intéressant dans ce sens que on avait la dernière question, ne se prononce pas. Moi, personnellement, j'ai mis ne se prononce pas parce qu'en fait, je suis radicalement opposée à ce projet. Les gens qui ont répondu ne se prononcent pas sont 65%. Alors, je ne sais pas s'ils ont répondu parce qu'ils n'ont pas d'avis ou parce qu'ils sont totalement opposés, mais quand vous avez dit tout à l'heure le trajet nord est plébiscité, ça représentait quand même 18% de ces votants. C'est quand même pas un un très beau score. Moi, personnellement, je suis vraiment opposée. Je trouve que c'est un projet qui est uniquement dans le symbole, en fait. Je crains qu'effectivement les études datent. Le télétravail, il y a un monsieur qui disait tout à l'heure dans le chat, a un impact énorme dans toute l'Europe et pas à Lyon. Bon, étonnant. Il me semble que c'est vraiment pour se faire plaisir, pour que la métropole se fasse plaisir. Je crains beaucoup le passage au-dessus des habitations d'une part, la destruction des espaces naturels, des forêts classées. On est sur une métropole écologiste, c'est très bien, mais dans ce cas-là, on ne détruit pas des forêts classées. Je crains beaucoup le passage dans des zones hyper denses, en particulier le tracé donc plébiscité avec les 18% qui va passer dans l'espace le plus dense de la métropole avec la ZAC des Girondins. Je me demande ce que ça va donner pour les milliers d'habitants qui vont habiter ici, qui vont voir passer les navettes, enfin les nacelles, qui vont les entendre. Ça va passer non-stop. Je m'interroge sur la hauteur des pylônes, donc qui vont être effectivement probablement aussi haut qu'un immeuble de 15 étages. Je m'interroge sur la sécurité, sur les risques d'incendie, sur les bruits. Tout ça pour franchement pour un nombre de personnes transportées qui me paraît très discutable. Alors, j'entends bien que le métro est très très cher, certainement, mais comme le monsieur le disait au tout début, je pense qu'il faut vraiment calculer. Et voilà, je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, mais honnêtement, le rejet me paraît vraiment massif. Donc, je trouve dommage. On a bien entendu. Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous avez présenté. Je donnerai la parole tout à l'heure à Émilie Burquier du cabinet CETEC pour y répondre. Je voudrais ouvrir le micro et donner la parole à d'autres personnes qui ne sont pas encore intervenues, me semble-t-il, dans le cadre de cette concertation préalable. Bruno Mahé. Si vous nous entendez, je vais réactiver votre micro. Vous allez pouvoir intervenir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Très bien. Oui, alors, bon, j'abonde tout à fait dans le sens de la personne précédente qui a très bien parlé et qui, je pense, nous fait partager tout ce que beaucoup pensent sur le projet. Moi, je souhaitais en fait revenir sur deux points mis en avant par Madame Dubo et qui me semblent un peu contradictoires. Madame Dubo disait lors de sa première prise de parole, elle indiquait fort justement que l'on a plusieurs milliers de morts liés à la pollution. Et donc, Madame Dubo propose une solution qui finalement va entraîner la destruction de la nature. Alors certes, les arbres ne se plaignent pas quand on les abat, mais est-ce vraiment responsable finalement de proposer une solution aussi destructrice pour la nature? Deuxième point,
de Madame Dubo qui vantait les mérites d'un moyen de transport qui permettrait un accès à la nature de Francheville. Alors, je suis habitant de Francheville et en effet, la nature est très belle à Francheville. Hein, c'est d'ailleurs le poumon vert de la métropole. Et donc, je me demandais si ce n'était pas un brin égoïste, finalement, de contribuer à saccager les crins de verdure qui est le Châtelard pour se faire plaisir à se balader à Francheville. Voilà, donc sans langue de bois, je souhaiterais que Madame Dubo puisse argumenter sur ces 2 points, si c'était possible. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Je laisserai bien sûr la parole à Madame Dubo pour répondre. Je vais juste demander à Alain Néraud, qui a demandé la parole également. J'ouvre votre micro, Monsieur Néraud. Alors, est-ce qu'on va réussir à ouvrir votre micro? Alain Néraud, je réactive votre micro. Vous devriez pouvoir parler. Oui, très bien. Bonsoir. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Bon, pour une fois, parce que j'ai eu beaucoup de mal et j'ai des problèmes aussi avec les chats. Ce que je voudrais simplement rappeler, c'est qu'on parle du projet du Citral, et effectivement, c'est un projet porté par le Citral, mais qu'au départ, c'était un projet des Mulatins. Hein, dans les années 91, que les habitants de la Mulatière, cherchant comment désengorger la circulation dans leur commune, ont trouvé cette hypothèse de faire un transport par câble, et qui a été présenté à une réunion publique à l'époque, qui a été repris par le maire de la Mulatière de l'époque et qui était tout à fait favorable. Et ça m'amène à me dire pourquoi finalement on ne ferait pas un test sur une liaison de la Mulatière sur Lyon 7e, hein, de permettre aux Mulatins, qui donc étaient les premiers demandeurs, il a fallu presque 10 ans pour que le Citral reprenne le projet, pourraient franchir le pont de la Mulatière en regardant les embouteillages en dessous, le pont, le pont Pasteur de même, etc., et arriver sur Lyon. Et ça serait un test court, passant de la Mulatière finalement à Lyon 7e, et que, bon, sinon, c'est bien sûr le trajet qui me semble meilleur. Très bien, merci beaucoup Alain Néraud pour votre remarque et votre contribution. Je pense qu'on y répondra dans un instant. J'ouvre le micro à présent de F. Guyon. Florence Guyon, c'est bien ça, je crois. Je me trompe peut-être, non, c'est ça? Voilà, votre micro est ouvert, Madame Guyon. Ah, par contre, on ne vous entend pas. Je pense que vous avez dû avoir peut-être un problème de votre côté sur votre connexion micro. Alors, je redemande l'ouverture de votre micro. Toujours pas. Bon, je reviens vers vous. Essayez de voir ce qui peut poser problème. Les amis du Grand Vallon sont avec nous également ce soir. J'ouvre votre micro. Voilà, bonsoir. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Patrick Mottet, je suis président de l'association des Amis du Grand Vallon, une association qui s'est prononcée à 100% contre le téléphérique et le BHNS, donc notre position elle est très claire. Donc notre message, c'est de dire aujourd'hui, bon, les villes, elles essayent d'enterrer les câbles, elles mettent le moins possible de pylônes, surtout de grande taille. Donc mon message de ce soir aux habitants du 7e et à Madame la maire qu'on a entendu tout à l'heure, soyons modernes, n'abîmez pas le 7e avec ces nouveaux quartiers, avec de la filasse, avec des pylônes, avec du bruit complémentaire. Il y a des métros qui marchent très bien et qui desservent pas mal le 7e arrondissement. Alors là, les Amis du Grand Vallon, on a travaillé avec des collectifs, avec des habitants sur des solutions alternatives aux propositions du Citral. Ces solutions, elles sont maintenant connues, elles sont accessibles sur notre site, amisdugrandvallon.org, amis avec un S. Et le Citral les connaît, d'ailleurs, ça a permis à M. Colas de nous inviter à une réunion qui aura lieu mercredi après-midi, et donc on espère beaucoup de choses de cette réunion. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Nos propositions, elles sont finalement très simples. C'est des bus rapides avec des feux pilotés, peu d'impact sur la voirie et surtout des solutions flexibles qui pourront être adaptées lors de la mise en place du métro E ou de l'extension du métro à Saint-Genis-Laval. C'est aussi une demande d'aménagement du tram-train. Pardon, excusez-moi, j'entends des bruits de parasites. Et puis, c'est vraiment les moyens de connexion au métro de la ligne E, la ligne B et le métro à Gorge de Loup au travers du TTOL. Donc, nos propositions, elles sont simples, elles sont économiques, elles sont fiables, et puis elles sont déjà faites pour certaines d'entre elles, et puis en cours d'étude pour d'autres.
Voilà, donc nous on espère beaucoup, et M. Colas m'entend, et puis on se verra mercredi, beaucoup de la rencontre de mercredi, on verra ce qu'il en ressort. J'espère que M. Colas ne nous décevra pas et qu'on se dirigera tranquillement vers une solution qui permettra d'abandonner les projets de téléphérique et de BHNS au profit de solutions plus efficaces qui reçoivent l'aval des habitants. Voilà, c'est vraiment le souhait que l'on ait. Le deuxième souhait que l'on a, c'est de faire en sorte que cette concertation ayant été tenue, on n'est pas des vainqueurs et des vaincus, on n'est pas des gens qui soient mal à l'aise avec ça, qu'on sorte tous par le haut et qu'on sorte tous par le haut le plus vite possible, parce que c'est vrai que cette affaire-là nous a quand même un petit peu pourri la vie depuis quelques mois. Voilà, j'ai terminé le message que je voulais vous adresser à tous et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour cette intervention, Monsieur Mottet. Merci à vous. Je vais donner la parole. Alors, normalement, je pense que nous devons avoir quelqu'un de Touche pas à mon ciel également, l'association Touche pas à mon ciel qui intervient régulièrement dans cette concertation publique. Je crois que Monsieur Bavozet est avec nous, mais je vois qu'il n'a pas demandé la parole. S'il souhaite intervenir, je l'invite à lever la main. Je vais donner la parole à ME 127. Qui est parti également, qui a baissé la main. Voilà, je vous demande d'intervenir. J'ouvre votre micro. Merci d'ouvrir votre caméra, s'il vous plaît, de façon à ce que je puisse vous donner la parole ce soir pour votre avis. Voilà, on va demander la réactivation du micro. Je vous invite à me donner votre remarque, mais je crois vous êtes déjà intervenu. Alors, je vous laisse intervenir sur ce sujet du Lyon 7e. Ça sera très rapide. Ça concerne Émilie Burquier et le modèle Modeli. Ce modèle pour lequel on nous dit qu'il y a des mini, des maxi dans les évaluations en nombre de déplacements, ces mini et ces maxi ne sont pas donnés, on n'a qu'une seule valeur. Donc on aimerait avoir les mini et maxi pour avoir une idée de la validité du modèle. Deuxième point, strictement sur le modèle, a-t-on eu la curiosité de regarder les prédictions du modèle Modeli pour 2022 et les comparer avec la réalité d'aujourd'hui? Ça nous donnerait un moyen très simple de voir la qualité de ces prédictions. Merci beaucoup pour votre intervention, votre question. Émilie Burquier va y répondre. Justement, Émilie Burquier, je me tourne vers vous. Il y a plusieurs points. Alors déjà, ce point autour de Modeli, peut-être en effet cet outil de modélisation. Je sais que la question a été régulièrement posée pendant cette concertation public, comment les chiffres de fréquentation, de prévision sont donc travaillés ou ressortent de cet outil Modeli. Il y avait aussi beaucoup d'interventions de Cécile, je crois, en tout début de séquence, sur elle nous parlait de destruction des espaces naturels. C'est le cas également de Bruno Mahé, qui s'inquiétait de l'insertion de ce transport par câble, et notamment de l'insertion paysagère également. Je vous laisse peut-être, Émilie, intervenir sur ces sujets. Oui, alors sur le mini et le maxi, ils ne représentent pas des fourchettes de fiabilité en fait, du modèle. C'est parce que le modèle, il sort une valeur et on sait qu'on ne tombe jamais sur la valeur, et donc on est dans une fourchette autour de cette valeur. Sur la question de la fiabilité, en fait, la fiabilité, elle dépend des hypothèses qu'on rentre dedans. Et donc, les hypothèses, c'est les hypothèses de projection à l'horizon 2030. Donc, en fait, on a une fiabilité du modèle qui est liée à la fiabilité des hypothèses sur la croissance 2030. Mais la fiabilité sur l'actuel, elle est bonne puisqu'on fait ce qu'on appelle un calage, où on s'assure que ce qui est dans le modèle correspond à la fréquentation qui est observée, c'est-à-dire qu'on cale les paramètres du modèle jusqu'à ce qu'on retombe sur la fréquentation des lignes de transport collectif qui est aujourd'hui observée. C'est ce qu'expliquait M. Colas, où on disait on fait une mise à jour assez régulière, où on s'assure que le modèle reflète bien ce qui se passe sur le réseau de transport collectif. Et donc, quand vous parlez de vérifier que le modèle en 2022, ça fait partie de ces analyses qu'on fait quand on fait les mises à jour du modèle, où on vérifie qu'on retombe bien sur
sur ce qui avait été prévu pour les prévisions de trafic sur les différents projets de transport collectif. Donc ça, c'était la question sur modéler. Sur la question de l'impact sur les espaces naturels, ça, pour évaluer l'impact sur l'espace naturel, ça vient aussi quand on commence à travailler en fait sur le profil, puisqu'en fait l'impact sur le déboisement ou l'impact sur les espaces naturels, il est essentiellement au niveau des pylônes et des stations. Et en fait, on se place à une hauteur de survol pour que sous la cabine, on n'ait pas à impacter les arbres en fait, qui sont situés en dessous. Donc, c'est un équilibre à trouver entre l'impact sur les espaces naturels et la hauteur de survol. Mais ça, c'est des choses qui, si le projet se poursuit, doivent arriver après pour travailler la hauteur du profil. Peut-être, Émilie Burquier, donner quelques précisions sur les hauteurs de survol réglementaires. Oui, alors c'est des distances en fait à respecter, donc c'est en lien notamment avec la réglementation. Alors il y a différentes distances à respecter. Il y a les distances pour être sûr que il n'y ait pas d'obstacle en fait dans la zone d'évolution de la cabine. Et les autres contraintes réglementaires, elles sont liées justement à la sécurité et la sécurité incendie pour pas qu'il y ait de propagation de l'incendie sur la cabine. Donc, c'est des contraintes qui sont liées à la sécurité du système de transport par câble. Il a été question aussi d'inquiétude, en tout cas exprimer des inquiétudes sur le passage dans des zones très denses, comme la ZAC des Girondins, par exemple, dans le 7e arrondissement, près de Jean Jaurès. Quelles sont les difficultés pour un transport par câble à traverser des zones denses ? Et donc, la difficulté à traverser sur ces zones denses, c'est à trouver une insertion qui permet de respecter toutes les contraintes réglementaires et de sécurité. Donc, les distances à respecter à la fois en hauteur de survol par rapport à la voirie et par rapport au bâtiment. Donc, il faut arriver à trouver un profil qui respecte l'ensemble de ces contraintes. Et c'est ce qui peut amener des fois à avoir un profil haut, puisque quand on a beaucoup de contraintes, on est obligé de surélever le profil pour respecter les distances réglementaires et de sécurité. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Je vais peut-être donner la parole à Jean-Charles Colas pour répondre notamment à Alain Néraud qui évoquait, qui proposait d'ailleurs un format raccourci de transport par câble. Il parlait d'un projet qui était à l'origine demandé par les mulatins et pourquoi pas ce transport par câble entre la Mulatière et Lyon 7e. C'était la question d'Alain Néraud tout à l'heure, Jean-Charles Colas. Oui, une réponse rapide. C'est pas le sujet pour l'instant. On termine cette concertation sur le projet qui, comme il l'a répété, est parti effectivement d'une demande de collectif citoyen de la Mulatière, puis qui a été relayée. Je crois que la demande initiale date de 2013, puis elle a été relayée par les élus de la Mulatière, de Sainte-Foy-les-Lyons, les maires de Francheville, d'Oulin et d'ailleurs en 2017 qui demandaient au Citral de mettre en œuvre un projet de transport par câble Francheville-Lyon dans le plan de mandat 2015-2020. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons construit ce projet et nous l'avons soumis en concertation. On a très clairement vu la réaction de la concertation, des changements de position aussi de certains. On en tirera les conclusions et on décidera au mois de mai quelle suite on donnera à ce projet avant de réfléchir à d'autres projets. Mais peut-être qu'il y a d'autres projets qui seront intéressants de développer, bien évidemment. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vais continuer à vous donner la parole, bien sûr, ce soir. Alain Bavosé est avec nous. On va lui demander de réactiver son micro et nous vous écoutons, Alain Bavosé, pour... J'essaie d'activer votre micro, mais a priori, ça ne fonctionne pas. Je fais ce que je peux pour vous donner la parole. Alain Bavosé de l'association Touche pas à mon ciel. Et je n'ai pas de réussite ce soir avec votre ordinateur. Dès que ça fonctionne, Monsieur Bavosé, n'hésitez pas à revenir demander la parole. Je continue avec Sandrine iPhone qui a demandé à prendre la parole également, mais vous êtes sans caméra. Est-ce que vous pourriez allumer votre caméra, s'il vous plaît? Merci beaucoup, bonsoir. Oui, bonsoir et merci de me donner la parole. Bonsoir à tous.
Je suis franchevilloise, je suis contre ce projet qui me paraît passéiste dans la technique, dans l'approche et destructeur de notre environnement. Ce que je voudrais dire, c'est que nous souhaitons tous un cadre de vie agréable, respectueux de l'environnement et des habitants et de leur volonté. Une très bonne chose qui a été entreprise, c'est qu'il y a eu une consultation, une forme de démocratie directe où les citoyens ont pu s'exprimer. L'expression est claire, elle est forte, et je crois qu'il est temps effectivement pour nos élus d'en prendre toute l'ampleur et d'en tirer les conclusions. Ce qui veut dire concrètement, c'est très bien de continuer à discuter, mais peut-être qu'il est temps d'arrêter de parler d'une solution qui ne plaît à personne et de passer à une nouvelle étape qui est celle de définir d'autres solutions pour l'avenir. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir organisé cette discussion. Bonsoir à tous. Merci de votre intervention. Je continue le tour des mains levées. N'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, apporter votre contribution à cette concertation publique. Je vous rappelle que c'est la dernière concertation, la dernière réunion publique dans le cadre de cette concertation préalable. J'active le micro Alain Bavosé. Si vous réussissez à activer votre micro, ce serait bien pour qu'on puisse avoir votre remarque, vos commentaires ce soir concernant notamment ce projet sur le 7e arrondissement de Lyon. Et je vous rappelle, pour répondre aussi tout à l'heure à la remarque, je crois que c'était Cécile qui nous parlait qui faisait une remarque sur la méthode et sur le chat, toutes les contributions, tous les messages que vous laissez sur le chat feront partie de cette concertation, seront récoltés bien sûr par l'équipe de la concertation. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer sur le chat également. Je ne peux malheureusement pas faire le lien entre les deux, mais on prendra bien sûr vos commentaires. A priori, le micro d'Alain Bavosé ne fonctionne pas. Je vais demander je vois que Florence Guyon a redemandé la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de me donner la parole. Alors moi, je travaille à Confluence. Et donc, j'ai l'occasion d'aller souvent dans le 7e. Et sincèrement, je ne trouve pas d'encombrement ou de difficulté à rejoindre Confluence le 7e Confluence. Donc, si on justifie le fait de faire un téléphérique sur cette zone-là, personnellement, je n'en vois pas l'intérêt, puisque visiblement, les représentants du 7e, c'est le premier argument de dire ça relie le 7e à Confluence. En fait, il n'y a pas de problème pour moi à date. Voilà. Comment vous réalisez votre mobilité, votre transport entre Confluence et le 7e aujourd'hui? En voiture. Très bien. Merci beaucoup pour cette remarque et ces précisions. Merci à vous. Je vais poursuivre l'ouverture des micros. Alors, vous êtes déjà intervenu, mais ce serait bien si vous aviez, pour les autres personnes, notamment les habitants du 7e arrondissement ou les personnes qui travaillent dans le 7e arrondissement, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Sinon, on arrivera doucement à la fin de cette réunion. Je tente une nouvelle ouverture de micro d'Alain Bavosé, peut-être. Si celui-ci fonctionne, on va y arriver. Je demande la réactivation de votre micro, Monsieur Bavosé, mais si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. On arrive au terme de ces prises de parole. Je vois que personne, vous avez déjà pris la parole pour les autres. Est-ce que quelqu'un a d'autres commentaires à faire sur cette question et sur ce projet de transport par câble? A priori, non, puisque M. Bavosé n'a pas réussi à ouvrir son micro. J'en suis bien navrée. Est-ce que je peux me tourner vers vous, Jean-Charles Collas, peut-être? On a répondu à peu près à toutes les questions. Il y a eu une intervention des amis du Grand Vallon, qui sont très actifs dans cette concertation, qui vous apportent des alternatives, d'autres alternatives. Il nous a parlé notamment de ces bus rapides avec des feux pilotés qui, pour les amis du Grand Vallon, serait une solution. Peut-être souhaitez-vous lui apporter réponse?
Alors, et plusieurs réponses parce que j'essayais, je ne suis pas arrivé à tout lire, mais j'ai lu beaucoup des questionnements dans le chat. Donc oui, effectivement, d'abord, l'objectif du Citral, c'était effectivement de faire une concertation. Donc je réponds de manière plus générale. Une concertation, c'est pas un référendum, c'est un temps de débat constructif avec des arguments où on discute tranquillement. Elle est sous l'égide de la Commission nationale du débat public puisqu'il y a des garants. Elle se déroule jusqu'au 15 février et nous prendrons le temps d'analyser toutes les contributions et tous les avis qui auront été mis sur la plateforme avant de prendre un avis. Je suis désolé pour ceux qui nous demandent de décider tout de suite. Il faudra attendre un petit peu encore parce qu'une concertation, ça se respecte et on entend tous les avis. Et dans ces avis, il y a effectivement des contributions d'associations ou de collectifs que nous avons rencontrés à plusieurs reprises dans des réunions et avec lesquels nous avons échangé, notamment les Amis du Grand Vallon qui ont travaillé à des alternatives. Ces alternatives ont été transmises au Citral il y a quelques semaines déjà, afin que le Citral puisse les étudier et nous nous voyons mercredi pour discuter de ces alternatives et voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, parce qu'effectivement, il y a parfois des impossibilités comme dans tous les projets. Mais j'en profite du coup pour répondre de manière plus globale, notamment à Cécile, sur la méthode. Qui disait qu'on passait sous silence des avis dans le chat, etc. Je voudrais dire qu'en fait, ces réunions en visio ont un caractère un petit peu surprenant aussi quand on voit effectivement que sur la réunion du 7e arrondissement, il y a plus de 55% de participants de Sainte-Foy. Pareil pour la réunion du 2e arrondissement de la semaine dernière. C'est vrai que nous, ce qui nous intéresse dans les concertations, c'est pas obligatoirement qu'il y ait 500 personnes, mais en revanche qu'il y ait des gens du territoire concerné et que tout le monde puisse s'exprimer. Or là, dans le chat, manifestement, il y a une expression volontairement peu constructive, d'ailleurs parfois même agressive et insultante, et de gens qui ne sont pas obligatoirement du 7e arrondissement. Donc voilà, moi je me permets de noter les questions qui sont constructives, intéressantes. Il y a des doutes et il y a des impacts, c'est clair. Il y a des questionnements de gens du 7e arrondissement et je vais essayer d'y répondre et de répondre à quelques autres aussi. Sur la question du métro E, puisque souvent dans le chat, il apparaît comme l'alternative miracle, transportant beaucoup de monde, etc. Je voudrais juste relativiser la concertation qui a eu lieu en 2019, époque à laquelle je n'étais pas au Citral, donc pas du tout responsable des études qui ont été présentées à ce moment-là, mais j'y ai participé, disait et explicitait, et vous pouvez retrouver tous ces documents sur le site du Citral, bien évidemment, que le métro à Saint-Belcourt allait transporter 60 000 voyages jour, dont 12 000 de nouveaux voyages pris en part modale à la voiture. L'issue de cette concertation, c'est que les citoyens souhaitaient ce métro, mais souhaitaient qu'on étudie une prolongation jusqu'à Pardieu. Donc, c'est la raison pour laquelle le projet a été réétudié. Je peux vous dire tout de suite que c'est très compliqué de prolonger jusqu'à Pardieu en souterrain. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures déjà en souterrain entre Bellecour et Pardieu, et puis ensuite parce qu'on a un problème écologique majeur qui est celui de la nappe phréatique, sur laquelle maintenant on ne peut plus rien faire dans la nappe phréatique en souterrain parce que ça provoque un réchauffement et ça met en péril cette nappe phréatique qui est quand même celle qui fournit 80% de l'eau potable de la métropole de Lyon. Donc on continue d'y travailler sur ce projet de métro. Je suis intimement persuadé qu'on va faire un projet fort sur le plateau du 5e parce que c'est l'enjeu majeur. Il ne répondra pas beaucoup aux besoins de déplacement d'un grand nombre de Fidésiens, de Franchevillois et de Mulatins, mais il est toujours dans les cartons, mais certainement pas jusqu'à Pardieu sous cette forme-là. Je voulais répondre aussi, il y a eu beaucoup d'agressivité dans le chat sur la question des déplacements et en particulier des déplacements de Lyonnais qui pourraient prendre ce transport par câble pour monter à Sainte-Foy ou à Francheville. Je voudrais juste, là aussi, j'entends bien que tout le monde sait tout sur la mobilité, un peu comme tout le monde est épidémiologue depuis quelques mois concernant la crise sanitaire. Simplement vous donner des chiffres qui sont tous vérifiables. Les déplacements pendulaires, c'est-à-dire les déplacements domicile-travail, représentent une faible minorité de nos déplacements. Ils ont tous lieu en même temps, donc ils entraînent une saturation, mais c'est autour de 25% de nos déplacements globalement sur la métropole de Lyon. Si on rajoute les déplacements domicile-études, qui sont aussi pendulaires, on est à un peu moins de 40% des déplacements. 60%, plus de 60% de nos déplacements sont des déplacements sociaux,
de loisirs, qui n'ont rien à voir avec le domicile-travail ou le domicile-études. Et effectivement, on peut avoir besoin de se déplacer dans toutes les directions pour aller prendre l'air. Et il y a des espaces naturels très intéressants dans l'ouest de la métropole, et pas seulement au Châtelard, même si l'homme y a déjà détruit une grande part de la biodiversité par sa présence. Et puis, il y a des gens qu'on peut visiter voilà, dans toutes les directions et dans tous les quartiers. Donc, effectivement, tout n'est pas à faire à l'aune du déplacement domicile-travail. Sur la question, beaucoup dit oralement et un peu dans le chat, enfin même beaucoup dans le chat, de la destruction de la nature. Un projet de transport par câble a un impact, c'est certain. Globalement, par rapport aux impacts d'autres lignes fortes de transport collectif, c'est le mode qui a le moins d'impact. Contrairement à ce qui est dit, il n'est pas question de raser toute la nature sous le câble d'un projet de transport par câble. Il n'est pas question de détruire toutes les forêts. L'impact foncier est limité dans un projet de transport par câble puisque c'est les pylônes qui qualifient l'impact et qu'un pylône d'un transport par câble, c'est une base de 10 mètres par 10 mètres, donc 100 mètres carrés. Quand on fait une ligne de tram, il y a un impact au sol qui est surtout la longueur de la ligne, bien évidemment. Et puis, il y a l'impact beaucoup plus important des stations, et notamment dans le cadre d'un projet de câble 3S, c'est des grosses stations qui effectivement font 2000 mètres carrés. On n'est pas là du tout pour nier l'impact, mais la discussion apaisée dans cette concertation serait de reconnaître les justes impacts des différents modes. Alors c'est sûr que des bus avec juste une priorité au feu auront un impact bien moindre. Un bus à haut niveau de service qui est un site propre ou un tramway qui a à peu près le même impact a un impact bien supérieur à un transport par câble. Je réponds en même temps aux questions de fonctionnement. Selon les services de l'État, pas le Citral ni la métropole, mais le STRMTG, qui est le service de l'État qui gère ces transports guidés et les transports par câble. Le transport par câble a un taux de disponibilité et de fonctionnalité équivalent au métro, supérieur à 98%. Alors, il y a eu une question que j'ai bien aimée sur l'écran de verdure du Châtelard. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je redis un tout petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, la demande des citoyens en 2013 a entraîné un courrier des maires des communes que j'ai citées tout à l'heure au Citral en 2017. Et je le redis, ce courrier a été rendu public par un certain nombre de médias. Ce n'était pas pour demander des études, mais pour demander l'inscription au plan de mandat 2015-2020 du Citral de ce projet de transport. Quand on a commencé en décembre 2020 le premier comité de pilotage autour de ce projet avec les élus concernés et les maires, le maire de Francheville, M. Rantonnet, nous a dit que notre projet, qui initialement devait partir de Francheville-Centre, il verrait mieux qu'il parte du Châtelard. Parce qu'au Châtelard, on pouvait faire un parking relais. Et donc, du coup, on a changé le projet et on l'a fait partir du Châtelard. Et puis, il y a 15 jours, 3 semaines, quand on était à Francheville d'ailleurs, vu l'opposition d'un grand nombre de Franchevillois, que je comprends tout à fait, à ce départ du Châtelard, il nous a proposé de le prolonger jusqu'au chemin des Mouilles à Chaponneau, à la frontière de Francheville et de Chaponneau, pour faire un départ de là-bas, sans qu'il y ait eu d'études sur l'impact sur la biodiversité ou sur la nature ou sur les zones agricoles du chemin des Mouilles. Et puis, vous savez, après coup, comme il a encore changé d'avis vendredi dernier. Je ne porterai pas de jugement là-dessus parce que je crois que ça ne m'intéresse pas. On peut effectivement être pour ou contre, on peut aussi discuter et se rapprocher et peser tranquillement avec toutes les personnes, les avantages et les inconvénients, et prendre une décision sans obligatoirement politiser tout ça. Et dernier point, il y a 20 et quelques années, un président du Citral, qui n'était pas du tout de mon bord politique, a proposé de remettre du tramway à Lyon. À cette époque-là, il y a eu une très forte opposition de la population lyonnaise. 70% des gens y étaient opposés. Des tracts circulaient disant que le tramway allait écraser les personnes âgées et les enfants, etc., etc. Et on était passistes. Il est arrivé à passer quand même, et quelques années plus tard, tout le monde voulait des lignes de tramway partout dans le monde. Je ne suis pas du tout certain qu'on soit dans la même situation sur ce projet de transport par câble, mais je vous invite juste à relativiser les jugements de valeur
qu'on peut avoir à un instant T en disant c'est passéiste, c'est pas adapté, etc. Je souhaite qu'on discute avec des vrais arguments et c'est avec des vrais arguments qu'on prendra notre décision au mois de mai. Merci beaucoup Jean-Charles Colas pour cette conclusion sur ces différentes questions qui ont été apportées pendant cette réunion publique. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de réactions aussi. Je vois quelques messages passer dans le chat ce soir. On les prendra en compte bien sûr. N'hésitez pas à terminer, à inscrire vos recommandations. Nous allons voilà, couper le chat. Pour terminer, pour conclure cette réunion, comme je vous l'annonçais en troisième partie, très rapidement, Séverine Lardelier, je vous donne la parole, vous qui êtes responsable de cette concertation, pour nous présenter peut-être le calendrier. On touche au bout de cette concertation préalable. Il y a un processus de décision qui va s'engager. Je vous laisse peut-être nous présenter la suite. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter la suite et en complément de ce qu'a dit Jean-Charles Colas, parce que j'ai vu aussi des questionnements par rapport au compte-rendu des réunions, nous sommes en train de les produire et ils seront versés sur le site de la concertation avant le 15 février. Forcément, on arrive à 125 pages de chat à étudier à l'issue de chaque réunion publique. Donc, on vous laisse imaginer le nombre de questions et donc le travail qu'il nous faut pour réaliser ces retours qui se font en toute transparence. On vous met à chaque fois en visualisation l'ensemble du chat sans rien y changer. Donc si vous voulez regarder, vous le pouvez pour chacun. Et puis nous mettons aussi les réunions en ligne. C'était simplement pour ce volet de méthodologie. Sur le processus de décision du projet, donc jusqu'au 15 février, vous pouvez continuer à contribuer et donner vos avis. C'est pareil, sur les questions, il y en a qui nous ont posé souvent de nombreuses questions. Donc, on a pu vous donner les réponses qu'on a à vous donner. Malheureusement, parfois, on n'est pas au bon niveau d'étude pour vous répondre. Et vous retrouvez la majeure partie des informations dans les études de faisabilité ou dans la foire aux questions-réponses qu'on a complétée très récemment, notamment sur les normes relatives au vent. Donc, on vous invite aussi à regarder ces éléments et on pourra difficilement aller au-delà maintenant sans connaître les suites à donner à ce projet. Donc, pour les suites réglementaires, fin de la concertation au 15 février, le 15 mars, les garants de la concertation publieront leur bilan à la fois sur le site de la CNDP et nous le mettrons en ligne sur notre plateforme participative et sur le site internet du Citral. 2 mois plus tard, nous pourrons répondre aux garants dans le cadre d'un dossier des enseignements du maître d'ouvrage sur la concertation, mais aussi en répondant à leurs recommandations. Nous vous invitons à regarder ce qu'on a fait sur les dossiers T9 et T10. Les décisions de la CNDP sur ces 2 dossiers sont parues. Vous pouvez aller le voir sur le site de la CNDP. Ça vous donnera une idée aussi de comment on arrive à finir ce volet de concertation réglementaire. Ensuite, nous aurons le conseil d'administration du Citral qui aura pour objet de voter la délibération qui s'appuiera sur ces enseignements. Donc tout ça, ça nous emmène à fin mai, début juin. Ensuite, à partir de l'été 2022, donc soit on sera sur quelque chose qui continuera sur ce projet-là, soit on passera à d'autres types de concertation. Les autres types de concertation. Donc, nous avons d'une part les suites à donner à la consultation métro. Donc, comme vous l'avez vu peut-être dans Lyon Capitale cet après-midi, le 3 mars prochain, nous aurons une commission générale qui commencera à nous entraîner sur de meilleures connaissances sur les suites à donner sur ce volet de métro, puis ça se poursuivra jusqu'au printemps 2022. Les élus communiqueront sur ces éléments-là. Au sud du périmètre, nous aurons la restructuration du réseau de bus en liaison avec les stations du métro B, Oullins, Saint-Genis-Laval. Donc, c'est pareil, il y a plusieurs stades de concertation, notamment avec les acteurs institués. Et puis, plus globalement, entre 2022 et 2024, nous aurons des échanges sur le plan de mobilité avec toutes les communes, les EPCI, les partenaires. Et puis, comme on s'y est engagé, dès mercredi, nous allons échanger avec les amis du Grand Vallon. Et plus largement, on continuera, parce que tout le réseau là, qu'on a connu de tous les acteurs qui nous ont beaucoup échangé, maintenant, on a tous nos contacts, donc ça nous permettra de bien comprendre ces sujets à l'échelle plan de mobilité qui va structurer tout ça dans les prochaines années.
Donc, on vous dit à bientôt sur la plateforme. Si vous avez de toute façon activé votre lien pour qu'on puisse vous envoyer les pop-up, les newsletters, vous pourrez continuer de suivre les informations. Mais les 3 mois qui viennent, après le 15 février, vont vraiment être un temps de réflexion et d'analyse. Merci. Merci beaucoup Séverine pour ces précisions, pour la suite donc de cette concertation préalable. Avant de conclure cette réunion, je voudrais me tourner vers Jean-Luc Campagne, garant. Vous le savez, hein, cette concertation est placée sous l'égide de 2 garants indépendants qui ont été désignés par la Commission nationale du débat public. Jean-Luc Campagne, comment jugez-vous cette réunion aujourd'hui, ce soir, consacrée au 7e arrondissement de Lyon? Bonsoir à toutes et tous. Donc déjà, effectivement, on arrive au terme de cette concertation dans quelques jours et je vous remercie pour tous vos apports finalement à cette concertation préalable, hein, que ce soit au cours de cette réunion ou lors des précédents temps d'échange. Voilà, il reste, comme ça vient d'être dit, encore quelques transmettre des contributions. Alors, comment je vois cette réunion, les apports de cette réunion aujourd'hui? Alors, comme pour les réunions précédentes, on voit beaucoup de craintes, de préoccupations par rapport au projet en lui-même, beaucoup d'opposition finalement. Des craintes aussi peut-être par rapport à la portée de la concertation. Comment, en gros, tout ce qui s'est exprimé comme préoccupation par rapport au sujet, au projet, comment ça sera pris en compte finalement dans la décision. On voit aussi de vraies problématiques ressortir sur ce secteur de l'ouest de la métropole en matière de mobilité. Même si on a vu ressortir aussi des questionnements finalement sur l'évolution de ces besoins, l'évaluation de ces besoins par l'outil Modeli, pardon. Et même si ces besoins apparaissent divers finalement sur tout le périmètre de la concertation. Il y a aussi finalement des propositions, et c'est ce qui est intéressant également, hein, des propositions d'alternatives qui sont portées par le public, par des associations. Et là, voilà, ça enrichit aussi vraiment le contenu de cette concertation. Et l'ensemble des éléments, comme ça a été dit tout à l'heure, l'ensemble des éléments et arguments qui concernent le projet, mais aussi l'ensemble des propositions, hein, seront finalement pris en compte dans le bilan que l'on fera, nous, en tant que garant, un mois après la clôture de la concertation. Alors peut-être en dernier point, je voudrais dire que finalement l'utilité d'une concertation, c'est pas forcément qu'on ressorte de là en se disant finalement il y a un consensus autour du projet ou voilà. Une concertation elle est utile aussi si elle permet de poser les désaccords quelque part et en posant les désaccords ça permet aussi de nourrir la réflexion sur les suites à donner ou pas projet, mais aussi sur les suites à donner par exemple à l'étude d'alternatives ou d'autres propositions. Voilà, je reprends un peu ce qui avait été dit et qui a été redit ce soir d'ailleurs. Il me semble que finalement, l'important, c'est que collectivement, on sorte de cette concertation sans qu'il y ait, comment dire, gagnant et perdant, hein, mais qu'on sorte de cette concertation par le haut avec des choses qui permettent de nourrir la réflexion pour la suite. Voilà, merci. Bonne soirée. Merci Jean-Luc Campagne. Et puis je rajoute un point de vue très, très pratique que si vous avez des questions encore sur ce projet-là, les documents sont disponibles sur la plateforme francheville-lyon-citral.fr, bien entendu. Le mot de la fin, peut-être je vous le laisse, Jean-Charles Colas, sur peut-être les enseignements de cette soirée. C'était la dernière réunion publique dans le cadre de cette concertation préalable. Oui, je crois, comme l'a dit Jean-Luc Campagne, l'objectif, c'est effectivement de construire une position des élus qui sera prise au mois de mai à partir de toutes les contributions, de tous les arguments et puis des suites à donner. Comme il l'a dit et comme d'autres l'ont dit dans la réunion et dans le chat,
L'objectif, ce n'est ni de passer en force, ni qu'il y ait des gagnants ou des perdants, mais voilà, de débattre d'un projet et d'en tirer des leçons et de l'abandonner ou de le continuer en fonction des leçons à tirer. Il n'y a pas à rougir si jamais, à la fin de l'analyse de toutes les contributions, on décide d'arrêter ce projet. Pas du tout. On avait, dès le départ, dit que l'opportunité du projet était en débat, mais il fallait en débattre et terminer le débat jusqu'au 15 février pour en tirer les leçons et en prendre d'éventuelles décisions. Voilà, moi je suis assez content quand même que cette concertation, globalement, grâce aussi à l'action de nombreux collectifs, se soit déroulée de manière assez convenable et correcte. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses constructives. Il n'y a pas eu que des insultes ou des agressions dans le chat. Je crois que le dialogue s'est noué entre beaucoup de gens et c'est ça qui était important et qui va nous permettre de prendre une bonne décision. Donc, je n'ai pas de souci et je remercie tous les participants et en particulier tous ceux qui ont essayé d'être constructifs. Merci beaucoup pour ce dernier mot, cette conclusion. Merci à vous de votre participation tout au long de cette soirée pour évoquer les problématiques donc, sur ce 7e arrondissement de Lyon dans le cadre de ce projet de transport par câble. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine cette réunion publique. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, bien sûr.